Alors, l'exemple qu'on va voir maintenant, c'est la réponse de fuite chez la blatte. Comme vous savez, la blatte est très difficile à écraser. D'abord, vous l'avez déjà essayé sûrement. Le crapaud a le plus grand mal à la capturer. Elle fuit dans la direction opposée au danger. Alors, avant de commencer la réponse aux questions de Tinbergen, nous allons décrire d'abord l'abdomen de son système nerveux au niveau de l'arrière de l'abdomen de la blatte. Dans la partie la plus caudale, nous trouvons deux cercles qui sont munis de poils filiformes qui sont sensibles au vent et qui transmettent l'information aux cellules réceptrices qui, à leur tour, envoient l'information au ganglion terminal. Comme vous voyez sur la figure, il y a plusieurs ganglions avant l'arrivée au ganglion métathoracique qui contrôlent le mouvement des pattes postérieures. Alors, entre parenthèses, vous pouvez vous demander souvent pourquoi, lorsque vous détruisez la tête de la blatte, elle continue de bouger. Eh bien, c'est juste son système nerveux qui se trouve situé dans son abdomen et qui contrôle ses mouvements, et non par un système nerveux central situé dans la tête comme chez l'homme. Donc vous détruisez la tête, mais la chaîne des ganglions, elle reste intacte et elle permet les mouvements des pattes de la blatte. Alors maintenant, on va passer aux questions ou aux réponses des questions de Tinbergen. La première question, ce sont les causes. Comme la blatte, ou la question qu'on peut se poser, comment cette blatte est-elle capable de détecter le mouvement? Kamhi et ses collaborateurs en 1978 ont étudié la fuite avec une caméra à grande vitesse. Ils ont constaté que la latence entre le début du mouvement de la langue du crapaud et le contact avec la proie est de 44 millisecondes. L'animal ne doit pas partir trop tôt car le crabe est capable d'ajuster le tir. Les mouvements d'air induits par le déplacement de la langue sont de 12 mm par seconde, avec une accélération de 600 mm par seconde carrée, ce qui déplace les poils tactiles situés sur les cercles à l'arrière du corps. On a enregistré l'activité électrique de ces sensines. La direction de l'air est codée par des réponses différentes des cellules sensorielles. Ensuite, le ganglion terminal qui contient des neurones géants fait remonter l'information le long de la chaîne nerveuse jusqu'au ganglion thoracique qui déclenche le mouvement des pattes. Alors là, c'est la réponse de la première question de Tinbergen. La deuxième question, c'est quelle est la fonction de cette fuite? C'est évident, si la blatte ne fuit pas, elle va être capturée. Le délai de la réaction de la blatte est suffisant pour permettre la fuite. Mais ce délai ne doit pas être trop court pour éviter l'ajustement du tir du crapaud. En effet, si le crapaud lance sa langue, c'est-à-dire qu'il a déjà calculé la distance qui le sépare de la blatte, donc l'ordre est déjà donné et ne peut être réajusté en cours. Mais si la blatte bouge avant la lancée de la langue du crapaud, dans ce cas, le crapaud
va réajuster son tir en fonction de la nouvelle position de la blatte. Pour la troisième question de Tinbergen, c'est l'évolution du comportement. C'est la phylogenèse. On peut spéculer sur une course évolutive entre les blattes et leurs prédateurs. Les blattes les plus sensibles ne peuvent pas être capturées, ça c'est normal. Elles se reproduisent plus et entraînent une pression sur les prédateurs qui doivent devenir plus rapides et ainsi de suite. C'est une course où chaque espèce doit adapter son comportement pour pouvoir vivre. Comme on sait, il n'y a pas de fossiles de comportement. On va se fier à leur anatomie et voir s'il y a une modification avec le temps. Or, toutes les blattes fossiles avaient déjà cette anatomie. On doit supposer donc que ce comportement est apparu précocement dans la phylogenèse des blattes. La quatrième question, c'est l'ontogenèse ou le développement de la réaction de fuite de la blatte depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. On constate que la blatte nouveau-née a déjà la réponse de fuite opérationnelle comme une blatte plus âgée. Et d'ailleurs, c'est vital pour elle. Elle doit être capable de fuir dès la naissance, sinon elle serait capturée très vite. Ce qu'on peut noter, c'est l'apprentissage avec l'âge. Les jeunes blattes débutent leur réaction de fuite à des distances plus grandes, vu que leurs systèmes nerveux et musculaires ne sont pas encore matures et sa vitesse de déplacement est faible. Mais au fur et à mesure qu'elle avance dans l'âge, sa performance de déplacement s'améliore et elle se laisse s'approcher du crabe et la distance va devenir de moins en moins importante. On peut se demander qu'est-ce qu'un comportement? Un comportement est l'ensemble de réactions d'un individu aux stimulations que lui transmettent ses récepteurs extéroceptifs et interoceptifs, ainsi qu'aux motivations qui gouvernent sa conduite. En effet, toute stimulation externe, la vue d'un feu par exemple, ou d'un danger qui s'approche, va déclencher une réaction de fuite. Une stimulation interne proprioceptive, comme un déséquilibre inattendu de la marche, stimule les récepteurs au niveau des tendons et des muscles qui vont déclencher à leur tour un réflexe pour rétablir le déséquilibre. Une motivation comme la faim ou la soif, détectée par des récepteurs interoceptifs spécifiques, ou bien des motivations instinctives comme l'instinct maternel ou sexuel, déclenche une réaction de notre organisme qui va s'exprimer par un comportement. Les hormones ont un rôle fondamental dans la motivation de nombreux comportements. Les hormones sexuelles régissent évidemment les comportements reproducteurs chez la majorité des espèces, mais aussi les comportements qui y sont liés, comme chez les oiseaux chanteurs, dont l'aptitude au chant dépend directement de la teneur en testostérone, hormone sexuelle mâle, dans le sang. De même, l'aptitude à l'agressivité est liée au taux d'adrénaline, la même hormone qui, devant un danger, stimule le comportement de fuite. Les rythmes endogènes de type chronobiologique, qui dépendent de l'horloge biologique interne, ces rythmes régulent les comportements spécifiques
selon deux périodes d'activité. D'une part, une activité circadienne en fonction de la période du jour. On distingue des animaux diurnes qui agissent le jour, des animaux nocturnes qui sont plutôt actifs la nuit et des crépusculaires qui sont actifs à l'intermédiaire du jour et de la nuit. D'autre part, une activité circannuelle en fonction de la période de l'année, très liée à l'activité hormonale, comme pour la reproduction de certaines espèces ou les migrations de d'autres espèces. La maturation de l'organisme, comme nous l'avons déjà vu, ne permet à certains comportements de s'exprimer qu'à partir d'un certain âge de l'individu. L'étude du comportement a été abordée par deux écoles. Celle des premiers éthologistes ou éthologues, comme Lorenz et Tinbergen, qui insistaient sur la part de l'inné ou l'instinct, et celle des psychologues comme Skinner, qui découvrait les immenses possibilités de l'apprentissage sur le comportement. Après donc un consentement ou consensus entre les deux écoles, il a été postulé que tout comportement résulte d'influences génétiques et d'influences environnementales qui interagissent.